Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le bal et les gisants, une réécriture subversive de Topoï littéraire. Dans une interview accordée au Matin en 1984, Marguerite Duras déclare « Moi aussi j'ai lu avant d'écrire et j'ai imité des gens. C'est inévitable. » L'année même où elle publie L'Amant, roman de l'enfance et de l'éveil à l'écriture, Duras rappelle que tout texte s'écrit toujours dans, ou avec, le souvenir d'autres textes. Sans prononcer le mot, c'est bien vers la notion d'intertextualité qu'elle nous conduit, notion qui affirme que si tout texte constitue bien une entité autonome, il n'en reste pas moins une création qui se définit de façon traditionnelle ou révolutionnaire par rapport à des modèles antérieurs. Et si certains phénomènes intertextuels peuvent paraître plus ou moins recherchés, Duras s'inscrit dans une génération d'écrivains qui, clairement consciente de l'héritage culturel et littéraire dont elle est marquée, réutilise sciemment topoï et stéréotypes. Si l'écrivain moderne est ainsi enclin à ce travail de réécriture, le lecteur actif est de son côté invité à traquer les accent aigu appropriations et les transformations des modèles qui lui sont familiers. Choisissant d'effectuer cette lecture active, sur les textes de Duras, nous nous proposons dans ce premier chapitre, de chercher à comprendre comment Duras se positionne face aux grandes scènes de bal et de gisants de la littérature. Pour commencer, quelques grandes scènes à travers les siècles. Le bal. On peut dire sans trop s'avancer que le premier bal rencontré par tout lecteur dès l'enfance est le bal de Cendrillon. Moment de la danse amoureuse avec un prince, danse si romantique qu'on en oublie l'heure, le bal se présente dans ce conte comme un lieu magique, hors du temps, où les rêves les plus beaux et les plus inattendus se réalisent. Ces caractéristiques vont se retrouver de façon récurrente dans la littérature au point de penser que le topo de la scène de bal s'est construit autour de cet épisode. Le bal de la princesse de Clèves semble ainsi tout aussi merveilleux que celui de Cendrillon. Non seulement il se déroule dans le décor prestigieux de la cour, mais il est également le théâtre de la rencontre amoureuse et inattendue de deux personnages exceptionnels considérés comme des modèles de beauté et de vertu, Madame de Clèves et Monsieur de Nemours qui, en dansant, suscitent l'admiration de tous les invités. À côté de cette vision romanesque du bal, Saint-Simon nous livre dans ses mémoires quelques brèves informations au sujet des véritables bals de cour de l'époque. Ces informations soulignent d'autres aspects fondamentaux du bal. Tout d'abord, le bal constitue un divertissement royal extrêmement codifié où chacun occupe une place précise conforme à son rang. Le bal est donc un lieu de mise en scène et de reproduction de la hiérarchie sociale. Cet ordre qui régit le bal donne alors l'occasion d'épier ses semblables pour voir qui bénéficie des faveurs du roi, ou qui, au contraire, est victime de sa disgrâce. Le bal est donc également un lieu d'intrigue et de jalousie. Il est, de plus, présenté comme une réjouissance spectaculaire symbole de beauté et de maîtrise, c'est-à-dire à nouveau comme un lieu de mise en scène qui projette ses participants hors du monde réel. Véritable art de vivre du XVIIe, le bal connaît son siècle d'or littéraire au XIXe avec les bals mondains auxquels sont toujours associées les idées de beauté, d'illusion, d'amour. Par exemple, dans le bal de Sceaux de Balzac, le bal est à la fois un lieu de séduction, de sensualité mais aussi de respect des hiérarchies sociales. C'est en dansant avec un homme bien établi dans la société qu'Émilie fait comprendre à son prétendant qu'elle n'est pas prête à l'épouser. Dans Yvette de Maupassant, le bal offre le spectacle romantique d'une valse fusionnelle entre Servigny et Mademoiselle Yvette. Ce court passage rend compte d'un des autres aspects fondamentaux de la danse, à savoir qu'elle permet d'établir un lien charnel et fusionnel entre les individus, lien que l'on retrouve exprimé dans la sculpture de Camille Claudel intitulée La Valse. La danse en couple devient ainsi la manifestation sociale, et donc regardable, du contact établi dans l'amour physique. Symbole du luxe, du superflu, du jeu, le bal peut aussi être l'occasion d'opérer une véritable critique des inégalités sociales. C'est le cas dans la fin du poème Mélancolia, où Victor Hugo oppose les réjouissances mondaines des riches au dénuement et à la misère des pauvres. Qualifié des Édens étranges faits de lumière et de nuit, de noirs paradis dansant sur l'immense cachot, le bal fastueux devient le lieu des futilités. Le bal qui rassemble le mieux les multiples aspects de ces différentes scènes est certainement le bal de la Vaubyessard de Madame Bovary. Occupant un chapitre entier du roman,
Ce bal est l'occasion pour l'héroïne d'entrer dans le monde de la noblesse et du luxe auquel elle rêve d'appartenir. Semblant sortir d'un conte de fées, le bal de la Vaubyessard diffère complètement du monde rustique et petit bourgeois dans lequel vit Emma, un monde profondément ancré dans la réalité. Cette opposition entre monde du rêve et monde réel se retrouve dans la présence des paysans, qui, le visage collé aux vitres de la salle de bal, regardent de l'extérieur la bonne société se divertir. C'est aussi lors de ce bal qu'Emma danse avec le séduisant vicomte. Entraînée dans une valse étourdissante et sensuelle, grisée par la chaleur enivrante du bal, elle termine la danse à bout de souffle et au bord de l'évanouissement. De retour dans son univers campagnard, elle repense avec nostalgie à ce bal. Moment d'un bonheur éphémère et irréel, le bal représente donc bien le lieu du luxe, de l'amour et de l'ivresse. L'auteur présente d'ailleurs ses rêves de jeune fille comme des éléments appartenant au monde de la littérature et des stéréotypes romanesques. Après avoir rencontré un prince, en réalité un vicomte, il ne reste plus à la nouvelle Cendrillon que ses chaussures usées en souvenir du bal. Mais, contrairement à la fin heureuse du conte de fées, aucune des deux chaussures n'a été oubliée sur les lieux de la rencontre et tout lien avec le bal est définitivement rompu. Flaubert a donc à la fois dépeint une scène de la vie sociale et démasqué l'imaginaire romanesque construit autour des scènes de bal. On constate d'ailleurs que bien souvent, le conte de fées se change en conte cruel. En effet, rares sont les bals heureux, souvent les espoirs sont déçus et le retour à la réalité reste généralement amer. C'est ainsi que dans Une fille d'Ève, si l'amour entre Marie de Vandenesse et Nathan commence lors d'un bal magnifique, il se termine cruellement lors d'un deuxième bal masqué où Marie, par l'entremise de son époux, est mise face à l'autre maîtresse de Nathan, une simple actrice avec qui il mène une vie d'infortune. Il faut ainsi signaler que si les scènes de bal inondent véritablement la littérature, rares sont celles qui sont source d'un bonheur réel et durable. Mascarade sociale parfois cruelle, lieu de faux espoirs et d'illusions, le bal offre souvent des lendemains désenchantés. Associé au rêve d'amour, le bal, espace social de contact, est également associé à l'érotisme et au désir. Dans l'Assommoir de Zola, Gervaise et Coupeau surprennent Nana dansant de façon effrénée et indécente dans un bastringue. Elle se tortillait, il fallait voir. Et des coups de derrière à gauche, et des coups de derrière à droite, des révérences qui la cassaient en deux, des battements de pieds jetés dans la figure de son cavalier comme si elle allait se fendre. La danse tourne ici à la frénésie et à la gesticulation bestiale. Or souvent cette indécence et cette frénésie de la danse revêtent une dimension maléfique, voire satanique, certainement héritée de la littérature gothique et du Moyen-Âge. Dans les danses macabres, les morts venaient chercher les vivants dans des rondes funèbres. Lors des sabbats, les sorcières accompagnaient leurs rituels maléfiques de danses obscènes. Il n'est ainsi pas rare que la danse soit associée à l'envoûtement maléfique et à la mort. Dans la Bible déjà, Salomé avait dansé devant Hérode Antipas pour le charmer et obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste. Dans les légendes germaniques, les Willis, créatures de la forêt, font danser les hommes qu'elles croisent jusqu'à ce que mort s'ensuive. Moment d'ivresse mystérieux, moment de séduction dangereux, la danse revêt donc une dimension à la fois magique, macabre, mais aussi érotique. Le corps à corps amoureux devient corps à corps mortel. C'est pourquoi, même dans les bals mondains où toute idée d'ensorcellement ou de satanisme a disparu, la danse peut encore être liée à la mort. Dans le poème Fantôme de Victor Hugo, comme dans la cafetière de Théophile Gautier, une jeune fille meurt après un bal pour avoir trop dansé. Le plaisir de l'étourdissement de la danse peut être sanctionné par la mort. Au XXe siècle, certains écrivains continuent comme Flaubert à user des stéréotypes associés au bal tout en les pointant du doigt. Dans le roman d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, figurent ainsi deux bals très différents. Alors que le premier rassemble tous les aspects les plus attendus de la scène rêvée, la séduction, la déclaration d'amour, le contact sensuel des corps, le désir et l'oubli par les danseurs du monde environnant, le second s'avère nettement plus prosaïque. Ariane, enrhumée, sans mouchoir, ne peut plus danser à ce même bal où elle avait autrefois valsé avec Solal jusqu'au matin. C'est donc la véritable splendeur puis la misère du bal stéréotypé que met ici en scène le romancier. Enfin, cette omniprésence de la scène de bal se retrouve dans le cinéma qui en fait généralement un moment incontournable des histoires d'amour. Transposée du livre à l'écran,
Les bals romanesques donnent souvent lieu à des scènes inoubliables comme par exemple celle du bal de bienfaisance d'Autant en emporte le vent, issu du roman de Margaret Mitchell, où Scarlett, pourtant en deuil, se laisse entraîner dans une danse endiablée par le séduisant Rhett Butler. On pense également à West Side Story, comédie musicale filmée de Robert Wise et Jerome Robbins, 1961, dans laquelle le coup de foudre entre deux amants impossibles se passe dans un dancing. Alors que toute l'image du bal devient floue, les deux futurs amants dont les regards se croisent restent clairement visibles, entourés d'une bulle blanche protectrice. Isolés par cet effet visuel, comme seuls au monde, ils s'approchent l'un de l'autre et s'embrassent. Au terme de ce panorama, on voit donc que le topo du bal réunit toujours les mêmes éléments facilement reconnaissables par le lecteur. Le rêve de la rencontre, le contact des corps, la libération des inhibitions, l'ivresse des sens, le jeu social et parfois la mort. Les gisants. Comme le bal, les gisants constituent un topo commun à tous les arts et à tous les siècles. Dès les XIe et XIIe siècles, des scènes douloureuses de gisants apparaissent, notamment dans les chansons de geste où la mort des chevaliers donne lieu à des manifestations spectaculaires de la douleur. Dans la chanson de Roland par exemple, Charlemagne prend le cadavre de son neveu dans les bras et s'évanouit sur lui à 2 reprises. À son réveil, il crie, s'arrache les cheveux, alors que de leur côté les soldats se jettent à terre. Dans Tristan et Iseult, un autre type de scène de gisant apparaît, cette fois lié au thème du mourir d'amour. Iseult, affligée par la douleur face au cadavre de son amant, s'étend à côté de lui dans la position du gisant, l'embrasse et meurt à son tour. Cet épisode est le premier d'une longue série de ce qu'on pourrait appeler la mort tragique des amants. En effet, sur le modèle de Tristan et Iseult, de nombreux livres réaffirmeront qu'un amour absolu est un amour qui ne peut finir que dans la mort. C'est pourquoi la scène de la mort de l'être aimé, ou des deux amants va se retrouver de façon récurrente et stéréotypée dans nombre d'histoires d'amour. Au XVIe siècle, les poètes continuent d'évoquer le moment de la mort et la tristesse des proches, notamment dans leurs poèmes écrits en hommage aux disparus. Dans Le tombeau à Marguerite de France, Ronsard évoque ainsi la douleur de François Ier à la perte de sa fille qui mourut sans peine au bras de son mari, et parmi les baisers. Ronsard dépeint alors la douleur de cet époux qui, comme le roi, la couvre de pleurs et songe même à vestir son corps de son épée pour la rejoindre. Au XVIIe siècle, la bienséance et la retenue n'encouragent pas aux scènes de lamentation. Dans La princesse de Clèves, Madame de Chartres prie sa fille de se retirer pour attendre la mort. De même, la princesse de Clèves n'assistera pas à la mort de son mari. Le roman n'offre ainsi aucune scène de lamentation. Cependant, la mort reste dans la réalité un événement public. Madame de Sévigné relate ainsi, dans la correspondance adressée à sa fille, nombre de trépas. Elle raconte par exemple, dans une lettre datée du 17 mars 1680, comment M. de la Rochefoucauld mourut dans les bras de son grand ami M. de Marsillac. Madame de Sévigné reconnaît d'ailleurs son goût un peu morbide pour ces scènes poignantes et spectaculaires. Dans la nouvelle Héloïse, Rousseau réutilise abondamment ce motif de la mort spectacle et douloureuse. Dans la lettre 14 de la 3e partie, Madame d'Orbe raconte les réactions de Saint-Preux au chevet de Julie atteinte de petite vérole. Même si la jeune fille n'est pas morte mais inconsciente, tous les éléments traditionnels de la lamentation face au cadavre de l'aimé sont présents, préfigurant déjà la disparition finale de Julie à laquelle Saint-Preux n'assistera pas. L'amant se jette à genoux auprès du lit, pleure, gémit, retient ses cris et embrasse les mains de son aimé. Dans la longue lettre Xi de la 6e partie, M. de Wolmar raconte aussi avec beaucoup d'émotion la mort de Julie, et la réaction véritablement hystérique de son amie Madame d'Orbe. Cette dernière, terrassée par la douleur, hors de raison, crie, se tord les mains, se roule par terre de rage et de douleur. Si la scène des gisants peut révéler le côté absolu de l'amour, elle peut également accuser, par le recouvrement du corps du mort par le vivant et par les baisers donnés au cadavre, un érotisme morbide. C'est ce que le marquis de Sade exploite de façon exacerbée dans ses récits, où les morts attisent le désir des vivants. Dans l'histoire de Juliette, le cadavre en décomposition de Justine est violé par 4 libertins. La scène de nécrophilie peut alors se présenter comme une scène de gisant, dont seule la dimension érotique aurait été retenue pour être dévoilée avec excès et dans toute sa crudité. Dans Madame Bovary,
Flaubert fait de la mort de son héroïne un moment réaliste et pictural. À la description clinique de l'agonie d'Emma et de la dégradation de son corps, l'auteur ajoute l'évocation très visuelle de l'attitude des personnages présents autour du lit. Félicité à genoux, le pharmacien les jarrets fléchis, le curé en prière, le mari en pleurs, à genoux, les bras tendus vers la malade, ses mains dans celles d'Emma. Comme sur un tableau, la scène immobilise chaque personnage dans une pose tout à fait stéréotypée. Si la scène de la mort de l'être aimé est souvent vécue sur un mode tragique, il arrive également qu'elle surprenne. C'est le cas dans La Duchesse de Langeais de Balzac. Après avoir bravé de multiples obstacles pour récupérer le corps de son amante défunte, Montriveau fait jeter le cadavre à la mer en déclarant « ce n'est plus qu'un poème ». On peut penser, compte tenu de cette réflexion, que Balzac a joué sur ce topo des gisants pour contrarier les attentes du lecteur qui aurait sûrement espéré voir Montriveau manifester une dernière fois son amour à la duchesse en se lamentant sur son corps. D'une manière générale, le thème de la mort des amants reste cependant souvent traité avec émotion. C'est le cas dans Belle du Seigneur où l'histoire d'amour entre Ariane et Solal se termine par un suicide commun. Incapables de vivre leur passion dans la vie ordinaire, les deux amants choisissent la mort. Après avoir bu la boisson qui mettra fin à leur jour, ils s'allongent sur le lit, s'embrassent, s'étreignent. Ariane meurt la première. Solal la prend alors dans ses bras, fait quelques pas avec elle, puis, sentant à son tour la mort l'envahir, la repose sur le lit, s'étend à ses côtés, et lui baise la main qu'il gardera dans la sienne jusqu'à son dernier souffle. Comme pour le bal, le thème de la mort des amants représente également un classique des films d'amour, une scène incontournable qui rend l'histoire d'autant plus tragique et intense que le cinéma permet par l'image, le son, le mouvement, d'accentuer à l'extrême le pathos. On peut à nouveau citer West Side Story dont la scène finale de gisant représente l'apogée dramatique du film. Alors qu'il court retrouver Maria, Anthony se fait tuer d'une balle dans le dos par un rival. Il s'écroule alors dans les bras de son amante qui s'agenouille pour le soutenir jusqu'à son dernier soupir. Le gros plan sur le visage de Maria permet de montrer toute sa douleur. Avant que le corps ne soit emporté, celle-ci donne alors un dernier baiser au cadavre en proclamant un douloureux « Te adoro Anton ». Tous ces exemples ne doivent pas faire oublier que comme le bal, les gisants figurent dans les contes. Blanche-Neige dans le cercueil de verre veillé par les nains, la Belle au bois dormant étendue sur son lit. Mais le conte devant proposer une fin heureuse, un prince arrive qui réussit à éveiller la jeune fille. Ici, pas de sang, pas de cris, mais un baiser qui redonne la vie. Ce double panorama nous amène finalement à établir des parallèles entre le bal et les gisants. Tout d'abord, les deux motifs donnent lieu à l'écriture de scènes se déroulant selon une scénographie à chaque fois assez similaire. Ensuite, bal et gisant peuvent tous deux revêtir une dimension charnelle nettement érotique. Enfin, les deux scènes constituent toujours des moments clés de l'action. Voyons alors comment use Duras de ces deux scènes fortement caractérisées. A. Des impudents à l'après. Middle de M. Andesmas, du refus des stéréotypes à leur mise en scène. Dans les premières œuvres de Marguerite Duras, comme dans les œuvres précédemment évoquées, le bal et les gisants se présentent bien comme des scènes stéréotypées se déroulant selon des scénarios facilement reconnaissables par le lecteur. Cette utilisation classique et attendue des topoi ne concerne cependant pas les tout premiers romans de l'auteur dans lesquels, au contraire, le bal et les gisants se tiennent à distance de tous les stéréotypes. On peut alors se demander ce qui a pu déterminer un usage plus conventionnel de ces scènes. Dans cette première partie, nous nous pencherons ainsi sur l'utilisation de plus en plus stéréotypée que fait Duras des deux topoi au cours de ses premiers romans. 1. Les impudents et la vie tranquille, l'absence de stéréotypes. Un horizon d'attente déçue. Dans les deux premiers romans familiaux de l'auteur figurent déjà des scènes de bal de gisants. Mais alors que l'écriture de Duras n'est pas encore marquée par une réelle modernité, les scènes étudiées semblent refuser tout compromis avec la tradition. De plus, Les impudentes et la vie tranquille affichent déjà les différents problèmes qui hanteront l'univers de Marguerite Duras. L'apparition du bal et des gisants dès ses deux premiers livres n'est donc pas anodine et relie ces scènes à l'émergence des conflits. Les impudents, tout d'abord, offrent la première occurrence de bal de l'œuvre. Ce roman relate quelques mois de la famille Tannerand sur laquelle Jacques, le fils, règne en maître, amoureusement protégé par sa mère.
Au début du roman, Jacques vient de perdre sa femme et croule sous les dettes. Égoïste, joueur, oisif, il entretient avec sa sœur Maude d'étranges rapports dans lesquels se mêlent attachement fraternel et jalousie. Le récit se concentre d'ailleurs sur Maude et sur ses tentatives d'émancipation d'une famille pesante au sein de laquelle elle mène une existence totalement insignifiante. Aux côtés de Jacques et de Maude grandit Henri, leur demi-frère, fils de M. Tannerand, le deuxième mari de la mère. Ce dernier mène de son côté une vie solitaire, à l'écart de tous. Il reste d'ailleurs à Paris alors que toute la famille décide de partir pour le sud-ouest de la France dans une ancienne propriété laissée à l'abandon. Là, Jacques et la mère concluent le mariage de Maude avec Jean Pécresse, un bon parti du village. Mais Maude s'intéresse de son côté à un autre homme, Georges Durieux, devenu l'ami de Jacques. Les deux hommes sortent tous les soirs se divertir chez Barque, une auberge où l'on danse. C'est là que se déroule la première scène de bal de l'œuvre. Morte d'ennui, Maude part chez Barque rejoindre ses frères et surtout Georges, dans l'espoir que quelque chose se passe enfin entre eux. Cette décision est prise alors qu'elle vient de découvrir, sans l'avoir révélé, le cadavre d'une jeune fille dans la rivière. La scène chez Barque n'est cependant pas à proprement parler une scène de bal. Les personnages principaux, Georges, Maude et ses frères, ne se mêlent pas aux danseurs, qui ne sont d'ailleurs que rapidement évoqués par le narrateur. De plus, tous les éléments qui constituent la scène de bal traditionnelle sont soigneusement évités alors que Duras n'avait pas hésité avant cet épisode à recourir à d'autres scènes très stéréotypées. On pense notamment à la rencontre entre Jean Pécresse et une jeune fille coupant des joncs, image bucolique de la jolie paysanne aux bras chargés de joncs, et au coup de foudre de Maude pour Georges. Lors d'un repas donné à la propriété avec tous les paysans du village, Maude entend le galop d'un cheval. Quelques instants après, Georges entre dans la salle où a lieu le repas et croise le regard de Maude. Aussitôt son regard rencontra celui du jeune homme, aussi clair que le sien et durci par une volonté égale mais plus exercée. On reconnaît ici le stéréotype de la rencontre où un homme providentiel arrive à cheval tel un prince charmant. Or chez Barque, rien de tel, même si tout est réuni pour faire de la scène le moment de la déclaration d'amour entre Maude et Georges. En effet, à son entrée dans l'auberge, Maude trouve Georges qui la regarde en contenant mal une impatience joyeuse. Le lecteur peut donc espérer qu'enfin les deux personnages vont se déclarer. Maude avoue d'ailleurs à Georges être venue à l'auberge pour le voir, et Georges propose alors à Maude de la raccompagner chez elle lorsqu'elle rentrera. Mais surtout, Maude comprend d'un simple regard que Georges l'a toujours désiré. Elle vit son regard égaré par un désir si violent de sa présence, qu'il en perdait son assurance, sa fermeté ordinaire. Cela se fit et se défit dans une secousse, lorsqu'ils se regardèrent en l'espace d'une seconde. À cette compréhension soudaine succède un sentiment de bonheur jusque-là inconnu. De son côté, Georges, qui s'était efforcé de s'éloigner de Maude, se sent à ce moment libéré de l'interdiction qu'il s'était imposée. Dans cette atmosphère de déclaration et de retrouvailles des amants, rien ne manque plus à la scène que leur danse. Pourtant il n'en est rien, et ce qui pourrait se produire est empêché par l'arrivée de Jean Pécresse, ainsi que par une bataille évitée entre Jacques et lui. Un dernier bouleversement intervient avec l'arrivée d'hommes du village, venus annoncer la découverte du corps de la jeune fille dans la rivière. Cette scène dite de bal, car elle se situe dans un endroit où les gens dansent et donc loin de la scène stéréotypée que l'on aurait pu attendre. La fête ne concerne pas directement les personnages principaux, et la danse amoureuse que l'on pourrait espérer n'a pas lieu. Un double sentiment se dégage alors de cette scène. Un sentiment de réussite car Maude et Georges se sont déclarés, après cette soirée les deux amants passent la nuit ensemble, et un sentiment de raté. Arrivée chez elle avec Georges, Maude ne ressent d'ailleurs pas la joie qu'elle espérait. Elle attendait cet instant depuis de longs jours, mais elle n'éprouva aucun bonheur à être auprès de lui, comme s'il eût été désormais trop tard pour s'aimer encore. Il semble que ce qui aurait dû rendre cet instant d'intimité inoubliable ait été manqué, peut-être leur retrouvaille à l'auberge lors d'une danse romantique. Le deuxième roman de Duras, La vie tranquille, propose à son tour deux bals tout à fait inattendus. Là encore, le livre retrace la tentative d'émancipation de Françoux, fille d'une famille ruinée, les Vérenates, vivant rudement du travail de la terre dans un domaine du Périgord. Le roman s'ouvre sur une bagarre entre Nicolas, le frère adoré de Françoux, et Jérôme, l'oncle détesté de toute la famille. Suite à cette bagarre, Jérôme meurt.
Lors des visites de condoléances, François se remémore un épisode de son enfance, un bal donné par sa mère en l'honneur du père alors bourgmestre d'une ville de Belgique. D'après ce souvenir, on comprend que la famille a autrefois vécu aisément, mais que le père, entraîné dans de mauvaises affaires par Jérôme et réduit à se servir des fonds publics de la ville à des fins personnelles, a causé sa ruine. Le bal dont se souvient François met en scène la déchéance sociale du père et son humiliation publique consécutive à la découverte de la fraude. Alors que le père ouvre le bal avec la femme d'un conseiller municipal visiblement ivre, mais de dégoût, aucun des invités ne le suit. Ces derniers se retirent même juste après cette première danse. La famille reste alors dans le grand salon vidé de ses invités. Au matin, François surprend ses parents au même endroit que la veille, en train de compter l'argent restant et d'organiser leur départ pour la France. Cette scène de déchéance et d'humiliation peut rappeler les scènes cruelles des romans du XIXe, où un individu se trouve publiquement assassiné. Mais contrairement à ces exemples, la scène se déroule ici de façon tout à fait étrange. L'épisode entier est en effet raconté avec une incroyable indifférence. Indifférence qui donne le ton à tout le roman. Phrases courtes, affirmatives, rythme assez régulier, sans rupture, absence de commentaires positifs ou négatifs sur les événements. Tout est vu à travers le regard de François qui se révèle d'une neutralité étonnante. Cette neutralité atteint son apogée avec le passage très bref du récit à la première personne à une troisième personne indéterminée. Cette petite fille lui restait comme lui restaient ses bras, des années à vivre. Mais ses fonctions de bourgmestre l'avaient sans doute empêché de bien la voir jusque-là, et il a dû s'en souvenir tout à coup. Ce changement inattendu de pronom accentue la distance prise par le personnage par rapport à la scène racontée. L'emploi du mot père, alors que c'est le mot papa qui est utilisé tout au long de l'épisode, participe également de cette mise à distance. Enfin, l'évocation de détails insignifiants, les lampes électriques restées allumées dans le matin d'automne, le soleil levé qui joue avec les poussières sur le tapis, vient confirmer l'indifférence d'un personnage qui met sur le même plan le départ humiliant des invités et les jeux de lumière sur le sol. Et même lorsque certains indices, comme par exemple la table pas desservie, brillante, ravagée de lumière, signalent l'étendue du drame, rien ne vient briser le calme apparent. Il semble plutôt que l'image de cette table rende compte d'une certaine fascination émerveillée de la narratrice. Tout comme cette indifférence surprenante, le calme des parents donne à la scène toute son étrangeté. Même après la soirée qui a signé leur mort sociale, leur voix reste douce, leurs paroles sans aucune rancune. Immobiles, comme endormis, ils restent eux aussi impassibles face à ce qui leur arrive. La fin de la scène peut pourtant sembler amorcer un début de réaction. En effet, l'irruption de l'interrogation qui soulève des angoisses. Mais qu'étaient ces 10 ans à côté de l'avenir qui se levait devant eux, pour lequel aucune mesure n'était encore prise? L'accumulation des relatives renvoyant au père, il était devenu en une soirée un bourgmestre déchu plus que déshonoré, qui ne ferait plus de discours dans le salon de la mairie, qui ne porterait plus l'écharpe de sa ville, qui ne serait plus salué dans les rues, dévoile une certaine détresse face à une époque glorieuse qui se termine et face à un avenir plus qu'incertain. Mais là encore, le souvenir de François est rapidement ramené à l'indifférence. Les jours m'ont paru très longs après la mort de Jérôme, et j'ai repensé à ma jeunesse et à cette scène plusieurs fois parce que je n'avais rien à faire. Là encore, bien que tous les éléments de la scène traditionnelle de l'humiliation et du scandale soient réunis, rien ne se passe. Au contraire, l'absence étrange d'émotion et de réaction fait de ce bal le lieu d'une déchéance sans fracas. Cette scène signe d'ailleurs l'entrée des parents dans une existence quasi végétative et dans un détachement visible face à leur famille et à la vie. François suppose ainsi que c'est le souvenir de la ville de R, en Belgique, qui avait rendu la mère indifférente à tout ce qui se passait depuis 20 ans autour d'elle. Les parents de François semblent éternellement enfermés dans ce temps du bal, qui les a comme endormis à jamais. Un deuxième bal beaucoup plus court que le premier, quelques lignes, tient à nouveau à distance tous les stéréotypes. François se remémore une fête au village d'Eziès et sa danse avec un jeune homme très attentionné. Pourtant, bien qu'elle se rappelle du corps essoufflé et durci de son cavalier contre le sien, François clôt ce souvenir par une phrase d'une surprenante brièveté : « Je l'ai oublié ». Le lecteur aurait pu croire, l'espace de quelques lignes,
que ce souvenir du premier corps à corps et de la première séduction aurait été agréable à François. Or il n'en est rien puisque l'épisode est à nouveau évoqué avec un détachement total. C'était le premier jeune homme depuis que j'étais une jeune fille bonne à danser, qui me prêtait une attention. L'expression bonne à danser, en rappelant l'expression bonne à marier, donne une vision assez désenchantée voire cynique du bal. Dans Les Impudents et La vie tranquille, le bal est donc associé à la déception et à l'indifférence. Il en est de même pour les gisants. La première occurrence de gisant se trouve dans La vie tranquille. Après une longue agonie qui a laissé toute la famille de marbre, jusqu'à choquer le lecteur, Jérôme meurt seul dans sa chambre. Le matin, François et Étienne découvrent le corps sans vie de leur oncle et le mettent dans la position du gisant. Là encore, l'épisode, qui précède par ailleurs le souvenir du bal de Belgique, est raconté avec cette indifférence caractéristique du roman. Rappelons que Queneau a d'ailleurs rapproché La vie tranquille de L'étranger de Camus, paru 2 années auparavant. L'annonce de la mort de Jérôme est mort dans la nuit du 10e jour, rappelle d'ailleurs celle de la mort de la mère faite par Meursault à l'ouverture du livre. Aujourd'hui, maman est morte. L'attention apportée au corps de Jérôme par Étienne et François est alors marquée par une précision quasi clinique, dénuée de toute émotion. Le corps est décrit très objectivement avec sa bouche ouverte, sa tête lourde, ses mains fines. De même, le geste de ramener le corps bien dans le milieu du lit témoigne de la minutie mathématique avec laquelle est traité le défunt, toujours dans une totale absence de sentiment. Ici, pas de larmes, pas de joie. Seule une certaine plénitude envahit la pièce. La chambre respirait maintenant un grand calme. La mort de Jérôme semble ne représenter qu'un incident infime dans la vie du domaine et, plus largement, de la nature. François ouvre ainsi la fenêtre de la chambre pour s'imprégner du calme du jour naissant. Le jardin recouvert d'une brume bleue, les petites roses rouges, le premier chant des oiseaux. Même la mort ne réussit pas à troubler cette vie tranquille, où tout n'est qu'indifférence et détachement. La deuxième scène de gisant du livre n'est cette fois-ci pas réelle. François se plaît à imaginer la mort d'Étienne. Elle se voit notamment découvrir son cadavre avec ses lèvres vertes, sa main molle, le regard qui ne regarde rien. Mais surtout, elle imagine avec joie le cri qu'elle pousserait et duquel elle pourrait mourir. Cette scène construite dans une fascination morbide préfigure ce que seront les futures scènes de gisant. Si elle s'oppose nettement à la découverte du corps inanimé de Jérôme, elle reste cependant imaginaire. La vraie mort est donc pour l'instant reléguée dans l'indifférence. Dans les premiers livres de Duras, le bal et les gisants donnent donc lieu à des scènes inattendues, l'indifférence avec laquelle ces dernières sont relatées maintenant tous les stéréotypes associés à la danse et à la mort à distance. Or cette mise à distance se trouve justement être révélatrice de conflits typiques de l'œuvre durassienne. L'obstacle des conflits durassiens. Le sentiment de frustration qui se dégage des premiers bals est associé à 2 problèmes distincts, mais liés. Dans Les Impudents, la frustration résulte de la rencontre inaboutie entre Maud et Georges à l'auberge, cet inaboutissement semblant s'expliquer par la présence de Jacques. Alors qu'il règne en maître sur la famille, il règne en effet également en maître sur le lieu clos du bal devenu son royaume. Jacques orchestrait toute la séance, payait les tournées, demandait la musique. Or ce royaume semble précisément être interdit à Maud. À son arrivée, l'auberge est porte close, et son entrée suscite curiosité et méfiance. L'ambiance est d'ailleurs lourde et hostile. L'atmosphère entre deux danses était étrangement silencieuse et peu rassurante. Tout signale que Maud est en position d'intruse, ayant pénétré un monde qui aurait dû lui rester fermé. L'image de la porte close se retrouvera d'ailleurs bien des années après dans L'Amant, à nouveau associée à l'exclusion. Je n'ai jamais écrit croyant le faire, je n'ai jamais aimé croyant aimer, je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. À travers cette première scène, le bal se présente donc comme le lieu de l'interdiction, de la frustration et de l'inachèvement. En effet, quelque chose avait commencé qui, à cause de la présence d'un frère tyrannique, n'a pu être achevé que plus tard, voire trop tard, hors du bal. Le bal est donc ici le lieu de l'amour impossible, des désirs contrôlés et surveillés, et de la domination fraternelle. Dans La vie tranquille, le bal de la ville de R est associé à l'exclusion. Et si la scène est retransmise avec indifférence, des indices signalent que ce détachement n'est qu'apparent. On constate en effet que toute la première partie de la scène est racontée au plus que parfait.
L'épisode semble ainsi être relégué dans un passé lointain et indéterminé, révolu, classé, c'est-à-dire intégré par celui qui le rapporte. Mais toute la dernière partie de la scène, à partir du réveil de Françou le lendemain du bal, est racontée à la fois à l'imparfait et au passé composé. Or le passé composé conjugue à sa valeur d'accompli la particularité de toucher le présent de l'énonciateur et d'y avoir des conséquences. L'événement raconté par Françou au passé composé devient ainsi beaucoup plus proche de la narratrice jusqu'à contaminer son présent. Cela se confirme avec l'encadrement très net de la scène par une proposition répétée à l'identique en début et en fin de passage. Il y a 19 ans de cela. D'un côté, la stricte délimitation du souvenir dans un passé lointain situe la scène dans un temps révolu. De l'autre, l'emploi du passé composé révèle que cet épisode ancien a pourtant des répercussions sur le présent de la narratrice. Une de ces répercussions est certainement, de même que dans la scène précédemment étudiée, le sentiment de l'exclusion. Rejetée par la société au cours de ce bal, la famille se voit condamnée à un exil humiliant. Or cette difficile mise à l'écart est présentée comme une épreuve à surmonter. À la fin de la soirée qui signe la déchéance familiale, Françou constate au sujet de ses parents: ils ne tiraient aucune vanité de leur malheur. Ils l'acceptaient jusqu'à ne plus en souffrir. Ils cherchaient à guérir, à réparer les choses, simplement. Il en est de même pour la mort de Jérôme. Si celle-ci laisse tous les personnages indifférents, elle fait cependant surgir une angoisse qui se retrouvera à nouveau dans toute l'œuvre de Duras, celle de la perte du corps et de la séparation. Après la mort de Jérôme, Françou reste impassible. Seule la fermeture définitive du cercueil est alors capable de provoquer une réaction. J'ai compris que je ne verrai plus jamais Jérôme. Nous n'avions pas regardé Jérôme une dernière fois. Je trouvais tout à coup révoltant que nous soyons coupés de lui à jamais, sans avoir été avertis plus solennellement qu'on allait l'enfermer. Ce trouble évoqué à la prise de conscience de la disparition du corps marque le début d'une longue angoisse qui se retrouvera dans de nombreuses œuvres. Le motif de la perte douloureuse du corps revient d'ailleurs une autre fois dans La vie tranquille, cette fois au sujet de Nicolas. Le corps du frère est retrouvé écrasé sur des rails de chemin de fer. Cette découverte macabre clôt la première partie du roman, alors que la deuxième partie s'ouvre sur le voyage de Françou au bord de la mer. Si l'épisode de la mort n'est pas développé, la douleur de Françou à l'idée d'être à jamais séparé du corps est à nouveau évoquée. Un jour je me suis réveillée dans une matinée de septembre, alors que Nicolas était enterré complètement dans un trou refermé, complètement refermé. Cette obsession de la perte se retrouvera notamment à travers la figure du noyé qui constitue aussi un motif récurrent de l'œuvre durassienne. La jeune fille noyée des impudents, l'homme qui se noie devant les yeux de Françou dans La vie tranquille. Or ce noyé va de plus en plus être associé au frère. Peur de la noyade du frère dans Agatha, suicide d'un jeune homme sur le pont du paquebot dans L'amant et l'amant de la Chine du Nord. À un moment donné, ce jeune homme s'était jeté dans la mer. Le temps d'arrêter le bateau qui était en pleine vitesse, et le corps s'était perdu. Le plus terrible c'était ça. Le lever du soleil, la mer vide et la décision d'abandonner les recherches. La séparation. Dans les deux romans initiaux, les gisants sont donc à la fois associés au meurtre et à la perte du corps. Les premières scènes de bal et la première scène de gisant posent donc des problèmes assez similaires. Problèmes relationnels posés par un frère dominateur, un père déchu, une mère peu aimante, désir profond des personnages féminins de se libérer de leur famille, mais aussi angoisse de l'exclusion, de la séparation et de la perte. Les premières scènes de bal et de gisant qui apparaissent dans les deux premiers romans de Marguerite Duras se révèlent donc tout à fait différentes de celles qui vont suivre. Malgré tous les éléments qu'elles réunissent, elles n'utilisent en effet aucun des stéréotypes qui vont pourtant se retrouver dans toutes les scènes à venir. Mais ces épisodes primordiaux posent des problèmes auxquels l'auteur tentera, à force de réécriture, de trouver une solution. Or le recours aux stéréotypes de la scène de bal et de gisant semble être un premier essai sur la voie de la réparation. 2. D'un barrage contre le Pacifique. À l'après-midi de Monsieur Andesmas, le recours aux stéréotypes. Le bal populaire. Scène de l'amour frustré, du désir sous contrôle, de l'exclusion.
Les premiers bals de l'œuvre laissent au personnage et au lecteur un sentiment d'amertume et d'inachèvement. Or, pour retourner la situation, rien de tel que le recours à la scène de bal stéréotypée, ses caractéristiques principales étant de constituer un lieu idéal de rencontre amoureuse et d'expression du désir. À partir d'un barrage contre le Pacifique, ce sont ces aspects du bal qui vont être exploités. Dans ce roman figurent 3 scènes de bal conformes aux stéréotypes de la rencontre et de l'amour rêvé. Ces scènes s'inscrivent dans la dynamique du roman qui, cette fois centré sur une famille pauvre vivant en Indochine sur les terres régulièrement inondées d'une concession, retrace les espoirs et les rêves de richesse, d'amour et d'autres vies d'une mère et de ses 2 enfants. Suzanne, la fille, et Joseph, son frère, nourrissent notamment le même désir de quitter la plaine lointaine où ils vivent pour la ville. Les personnages sont d'ailleurs souvent présentés en train de rêver à leur départ. Suzanne, par exemple, a l'habitude de s'asseoir au bord de la route dans l'espoir qu'un homme passe en voiture et l'emmène loin de la plaine. Un jour, un homme s'arrêterait peut-être, pourquoi pas ? Parce qu'il l'aurait aperçue près du pont. Il se pourrait qu'elle lui plaise, et qu'il lui propose de l'emmener à la ville. Or, au début du roman, un nouvel espoir survient sous la forme d'une rencontre inattendue qui bouleverse totalement le récit et qui a lieu non pas sur la route, mais au cours d'une première scène de bal. C'est en effet lors d'une soirée à la cantine de Rame que Suzanne rencontre Monsieur Joe, le fils d'un riche planteur du Nord immédiatement séduit par la jeune fille. Le texte signale évidemment ce bouleversement qui sera capital pour la suite du récit. Tout d'abord, l'emploi de l'imparfait et le retour de propositions subordonnées temporelles introduites par Kant dépeignent le rituel de la famille se préparant pour aller à Rame. Quand ils allaient à Rame, la mère relevait sa natte et se chaussait. Puis, un blanc marque l'ellipse temporelle durant laquelle la famille se rend à Rame dans la vieille B12. Survient enfin l'événement inattendu signalé par le passé simple qui fait irruption dans ce début de partie. En arrivant à la cantine de Rame, ils virent stationner dans la cour une magnifique limousine à 7 places de couleur noire. Cette limousine, dont la présence surprend dans un endroit où seules circulent des voitures de chasseurs, est le premier indice annonçant l'élément perturbateur à venir. Le texte nous apprend en effet que la voiture appartient à un riche jeune homme qui semble posséder tous les attributs du parti rêvé pour Suzanne. Sa présence ce soir-là à la cantine de Rame ressort d'ailleurs plus du miracle que du simple hasard. Le texte en rend compte puisqu'à la suite de l'inventaire des personnes présentes, des fonctionnaires du poste, des officiers de marine, le fils Agosti, des passagères, il évoque dans une accumulation qui ménage un suspens au terme duquel se produit le miracle, seul à sa table, jeune, inespéré, le propriétaire présumé de la limousine. Ces mêmes mots seront à nouveau repris quelques lignes plus loin. Il était seul à sa table, suivi de il était seul, planteur et jeune. Cette répétition des mêmes adjectifs insiste sur les attributs qui feront de Monsieur Joe le personnage rêvé de la rencontre. Un personnage fortement stéréotypé qui rappelle étrangement le prince des contes de fées, un homme riche, jeune et libre. La description qui est faite de lui le présente d'ailleurs comme un prince. Or cette description produit d'autant plus d'effet qu'elle intervient après celle du père Barre, vieil homme gras, imbibé de Pernod. L'énorme diamant qui orne son doigt lui confère une valeur royale, et sa limousine avec chauffeur fait office de monture. Son chapeau mou qui semble sortir d'un film contribue à faire du jeune homme une sorte de personnage irréel, fabriqué de toutes pièces pour arriver là par un heureux hasard. Or Monsieur Joe n'est pas heureux, comme le sous-entend le proverbe déformé. La richesse ne fait pas le bonheur. Libre, riche et sans amour, Monsieur Joe représente donc le stéréotype rêvé du cœur à prendre. Pour parler de lui, le père Barre utilise d'ailleurs le mot type. Il faut cependant souligner que si Monsieur Joe possède la richesse, son physique est très visiblement ingrat. Sa figure n'est pas belle, ses bras sont courts, ses épaules étroites. Le prince inattendu, même s'il représente une véritable aubaine, n'est donc pas un prince charmant. Après cette première description et l'étonnement qu'elle suscite, la scène se déroule de façon très codifiée. Au regard de Monsieur Joe, Suzanne répond par un sourire. Là, le texte aménage comme un mini-suspens. 2 longs disques passèrent, foxtrot, tango, jusqu'à ce que Monsieur Joe invite Suzanne à danser. On peut voir dans ce soi-disant suspens, 2 longs disques, pourtant réduits au minimum. Les danses sont simplement énumérées, une volonté de sacrifier clairement aux stéréotypes. En effet, ce retardement de la première danse est nécessaire pour attiser l'attente,
mais est également superflue puisqu'on comprend d'ores et déjà que cette danse aura lieu. Après avoir prononcé les paroles convenant à la situation, « Vous permettez, madame ?» Monsieur Joe entraîne alors Suzanne dans une série de danses, profitant de l'occasion pour se rapprocher d'elle. Il la serre de plus en plus fort dans ses bras, regarde ses yeux, ses lèvres, et lui murmure à l'oreille avec une voix douce 58 qu'elle est une belle fille. À ce moment, Suzanne se rappelle avoir entendu, alors qu'elle était déjà à Rame, le fils Agosti et un officier du courrier lui adresser les mêmes mots. Ces deux souvenirs liés au bal, en venant se greffer sur cette scène de rencontre, montrent l'aspect récurrent et peu original d'une telle situation. Un homme danse avec une femme et lui dit qu'elle est belle. Après ces danses, Monsieur Joe fait alors connaissance avec la famille. À la fin de la soirée, il ramène finalement Suzanne et sa mère au bungalow dans sa Maurice Léon Bollais alors que Joseph rentre seul dans la baie 12. En une nuit, la petite Suzanne qui attendait le passage des voitures au bord d'une route poussiéreuse devient une Cendrillon reconduite chez elle en carrosse par un prince. Après cette soirée, Monsieur Joe va tous les jours revenir voir Suzanne au bungalow, la couvrir de cadeaux et devenir une source d'espoir pour toute la famille. La rencontre de Monsieur Joe fut d'une importance déterminante pour chacun d'eux. Chacun mit à sa façon son espoir en Monsieur Joe 56. Or cette rencontre providentielle, bien qu'elle soit inattendue pour les personnages, ne survient pas de façon inopinée dans le récit. Tout le début du roman a en effet travaillé à présenter la cantine de Rame comme le lieu propice aux rencontres et comme une échappatoire possible à la vie dans la plaine. Il semble donc que dans un premier temps, l'auteur ait mis en œuvre la construction du stéréotype du bal comme scène rêvée de la rencontre et comme lieu d'évasion. Le roman s'ouvre ainsi sur la mort d'un cheval acheté par Joseph, dans le but de ramener des revenus supplémentaires au bungalow. Cette mort ne semble que constituer un drame de plus dans une famille déjà fort éprouvée par la vie, et qui, pour surmonter cette nouvelle épreuve, projette justement de se rendre à Rame. Ils en furent dégoûtés, si dégoûtés en se retrouvant sans cheval sur leur coin de plaine, dans la solitude et la stérilité de toujours, qu'ils décidèrent le soir même qu'ils iraient tous les trois le lendemain à Rame pour essayer de se consoler en voyant du monde. Dès la deuxième page du roman, le mot Rame est donc prononcé et présenté comme synonyme de consolation, d'évasion. De plus, il est précisé tout de suite après. Et c'est le lendemain à Rame qu'ils devaient faire la rencontre qui allait changer leur vie à tous. Par cette anticipation qui annonce un important changement à venir, l'auteur crée un suspens et une attente autour de Rame. On ne se sait d'ailleurs pas encore exactement à quoi correspond ce mot, attente qui sera résolue par la scène de bal. Comme la route, Rame semble également constituer un lieu d'espoir de rencontre. Un soir où Joseph décide d'aller chasser, Suzanne constate avec déception « C'est pas ce soir qu'on ira à Rame ». À quoi Joseph répond « C'est pas à Rame que tu trouveras, ils sont tous mariés ». Avant même la scène capitale du bal, tout est donc fait pour présenter Rame comme le lieu de la consolation des peines, de l'espoir de la rencontre amoureuse et de l'évasion, comme le dernier lieu où un événement salvateur pour la famille peut encore advenir. Mais plus que le bal en lui-même, il semble que ce soit la musique qui, en invitant les personnages au rêve, provoque leur désir d'amour et de départ. C'est pourquoi le seul bonheur de Joseph, outre le cinéma où il se rend lorsqu'il est à la ville, consiste à faire marcher son phonographe. Suzanne et lui partagent d'ailleurs la même passion pour Ramona, chanson d'amour populaire dont le refrain chante l'espoir de l'amant de partir avec son aimé. Avec Ramona, c'était inévitable. L'espoir que les autos qui devaient les emmener loin ne tarderaient plus à s'arrêter devenait plus vivace. À l'écoute du disque, Suzanne pense d'ailleurs que lorsqu'il partirait, ce serait cet air-là, qu'il sifflerait, et Joseph se met à rêver d'une femme de la ville. Ramona, pour eux c'était ce qu'ils avaient entendu de plus beau, de plus éloquent. Or on sait que le père Barre possède également un disque de Ramona, qu'il passe à la cantine. Le nom même de Rame peut se lire comme l'abréviation de Ramona. Le bal devient ainsi le lieu où se joue la musique de tous les espoirs de départ, d'amour, et d'une vie meilleure. La reproduction du refrain au cœur même du texte. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux Ramona, nous étions partis tous les deux, agit alors comme une redondance. Les paroles de la chanson reproduisent ce qui a été dit au sujet du bal, à savoir qu'il alimente le rêve du départ. Cette première scène de bal se fonde donc sur plusieurs stéréotypes. Elle constitue tout d'abord la scène de la rencontre inattendue, voire miraculeuse.
Ce miracle réside ensuite dans le caractère nettement stéréotypé du personnage masculin, réduit à quelques traits caricaturaux soulignés à plusieurs reprises. Cette scène constitue enfin une scène capitale qui bouleverse et motive le récit en amenant l'événement perturbateur qui suscite les espoirs de tous. Une autre scène de bal rappelant la précédente figure dans la deuxième partie d'un barrage contre le Pacifique. Cette fois, c'est avec Barner, un représentant en file d'une usine de Calcutta, que Suzanne se rend dans un dancing de la ville. Après un premier échec avec Monsieur Joe, la mère pense marier Suzanne à cet homme aisé à la recherche d'une jeune épouse française. Leur soirée se passe alors de façon très programmée. Après une séance de cinéma, rendez-vous conventionnel, Barner emmène Suzanne danser dans un endroit chic et féerique. Avant le récit de la scène, le narrateur décrit longuement le dancing. Comme dans les bals mondains du XIXe, le dancing se présente comme un lieu à part à l'abri du tumulte du monde, comme une sorte de nouvel Éden. Situé au milieu d'un parc, il met à la disposition des clients une vasque d'eau claire où l'on peut nager totalement nu au milieu des algues. Le moment de la plongée donne également lieu à une véritable mise en scène. Les lumières s'éteignent et la musique cesse. L'opposition de ce magnifique dancing de la ville à la modeste cantine de rame est ici très claire. La soirée se passe alors à danser et se termine par la demande en mariage de Barner qui utilise pour ce faire une formule empoulée et peu originale. « Voulez-vous être cette jeune fille que je cherche depuis si longtemps ?» Ces paroles de clôture qui frôlent la caricature sont à l'image de cette soirée de séduction stéréotypée dont l'aspect peu original est souligné au moment où Barner conduit Suzanne au dancing. Barner y alla sans hésiter, et il était clair qu'il avait dû suivre cet emploi du temps à chacun de ses séjours à la colonie. En soulignant, comme dans la scène à rame, l'aspect répétitif de la situation, le bal est présenté comme relevant du stéréotype. Le troisième bal qui figure dans le roman concerne cette fois Joseph. Lors d'une séance de cinéma, Joseph rencontre une femme, Lina, accompagnée de son mari. À la fin du film, Jospeh se rend avec le couple dans un dancing. À ce moment de la soirée, le désir de Joseph pour la femme atteint son apogée. Exaspéré par la présence du mari et emporté par son désir, Joseph, déjà ivre, se jette sur la piste de danse dans les bras d'une inconnue. Mais c'est surtout l'appel de la musique, et plus particulièrement de Ramona, qui le fait réagir. On a joué Ramona. Alors tout d'un coup, j'ai eu envie de bouger, de danser. Une sorte de miracle que seule permet la musique se produit alors. Jusque-là je croyais que je ne savais pas danser, et tout d'un coup j'étais devenu un danseur. Ce miracle qui apporte soudainement le bonheur et l'enivrement, est le signe que quelque chose est en train de changer de façon définitive dans la vie de Joseph. Et en effet, provoqué par le spectacle de Joseph dansant avec une autre sous ses yeux, la femme crie et se décide à se défaire de son mari. Elle se met alors à le saouler avec application, jusqu'à l'endormir. Succède un étrange ballet où les deux nouveaux amants, également ivres, s'embrassent par-dessus la tête du mari trop saoul pour se réveiller. La femme tremble de peur et sûrement de bonheur alors que Joseph, pour reprendre le verbe habituellement utilisé dans ces cas-là, brûle d'un désir nouveau. Depuis le commencement de ma vie, je n'avais jamais eu aussi faim ni aussi soif ni autant envie d'une femme. On peut remarquer que l'emploi des métaphores avoir faim d'eux et avoir soif d'eux sont des clichés. Or Joseph revient une deuxième fois sur la nouveauté de ce désir, en utilisant à nouveau un cliché. J'avais envie d'une femme comme jamais encore je n'avais eu envie d'une femme. On retrouve ici encore le stéréotype du bal comme introduction à l'amour, comme moment du débordement du désir et d'ivresse. Dans Le Marin de Gibraltar, roman qui succède à un barrage contre le Pacifique, figurent deux scènes de bal qui occupent à nouveau la place de la scène de la rencontre amoureuse qui modifie l'action. Le début du livre présente un couple en crise, celui du narrateur, un homme blasé par la vie, et de Jacqueline, sa compagne avec qui il parcourt l'Italie et qu'il projette de quitter. Après quelques jours difficiles passés à Florence, le narrateur exprime le désir de se rendre à Rocca, un petit village dont lui a parlé un ouvrier italien, pressentant que ce voyage pourra apporter un bouleversement significatif dans sa vie. Il faut que j'aille à Rocca. Je ne sais pas encore très bien pourquoi. C'est sur ce fond de crise et de désir de changer de vie que les deux bals du roman se déroulent.
Le narrateur se rend à un premier bal, alors que la musique de danse qui arrive dans sa chambre d'auberge l'empêche de dormir. Ici encore, le personnage ne peut résister à l'appel de la musique. Le bal se présente d'ailleurs à nouveau de façon stéréotypée. Tout d'abord, le narrateur aperçoit l'emplacement illuminé du bal qui brille comme un feu. Dès le départ, le bal est présenté par le biais d'un cliché qui introduit non seulement l'idée de lumière et de joie, mais aussi et surtout celle de désir. C'est d'ailleurs pourquoi le narrateur constate l'effet que produit le bal sur lui. Je m'aperçus que je bandais. Cela m'étonna. Non, je n'avais pas spécialement envie d'une femme. Était-ce l'effet de cette musique de danser ? Alors que la vie avec Jacqueline se déroule de façon monotone, le bal et sa musique qui trouble la nuit éveillent le désir. En arrivant au bal, le narrateur décide alors d'aborder une fille. Le bal est donc à nouveau associé à la rencontre. Mais cette rencontre, loin d'apporter l'amour, a pour but de permettre au narrateur de se détacher de sa compagne. En rencontrant une autre femme, le narrateur accomplit en quelque sorte un rituel de passage qui signe la fin de sa liaison avec Jacqueline. Il choisit ainsi au hasard Candida, une vendeuse de Sarzana, l'entraîne après quelques danses hors du bal et termine la nuit avec elle. Le jour suivant, le narrateur a très visiblement changé, comme le signale par exemple son nouveau goût pour le pastis. Le lecteur assiste alors à une douloureuse scène de rupture avec Jacqueline, et à la décision du narrateur de quitter un travail à l'état civil qui lui avait toujours pesé. Après ce premier acte de libération, a lieu une deuxième scène de bal où se joue le véritable tournant du roman. Le narrateur se rend au bal sous prétexte de chaperonner Carla, la cadette de l'aubergiste, et ce, en compagnie d'Anna, la mystérieuse américaine dont le yacht est amarré à Roca. Le bal avec Candida n'a donc été qu'un épisode libérateur, et c'est à présent avec Anna que tout se joue. Ce deuxième bal se déroule alors de façon très stéréotypée, en insistant sur le bouleversement qu'il apporte dans la vie du narrateur. Tout d'abord, le bal devient le lieu du rapprochement physique et le moment de l'éveil du désir. Les premières danses sont ainsi marquées par le trouble extrême du narrateur qui perd tous ses moyens. Dès que je l'eus dans mes bras, sa main dans la mienne, je compris que je n'arriverais pas à danser. Je ne savais pas ce qu'on jouait, le rythme m'échappait complètement, je n'arrivais pas à m'adapter à lui, ni même à l'écouter. À ce trouble s'ajoute la peur, certainement due à la conscience qu'un événement important est en train de se produire dans sa vie. Mes mains tremblaient, sa forme dans mes bras me faisait défaillir. J'avais peur comme devant certains choix du hasard, la mort, la chance. Il est à noter que le tremblement au premier contact avec le corps de l'autre, l'impossibilité de suivre le rythme de la musique, la peur, la défaillance, sont des éléments stéréotypiques des scènes de bal. Mais, au fur et à mesure des danses et de la montée de l'ivresse, le trouble du narrateur s'estompe. Les choses se simplifièrent. Je dansais de mieux en mieux. Cet accord entre les deux danseurs est le signe d'une entente naissante entre eux. Après la déstabilisation initiale provoquée par l'entrée en contact avec le corps de la femme, la danse peut alors devenir le moment d'un rapprochement de plus en plus intime entre les deux personnages. Alors pour la première fois, le Chianti aidant, je la serrai un peu plus dans mes bras 80. À ce rapprochement succède la montée d'un désir oublié. Je la désirais. Cela me revint de très loin, de régions oubliées de mon corps et de ma mémoire. L'accélération du rythme des danses, la présence d'une foule de plus en plus importante, l'accroissement général de l'ivresse, donnent à la scène un mouvement crescendo au cours duquel le narrateur accentue le contact avec sa danseuse jusqu'à l'embrasser sans discontinuer et jusqu'à ne pas se souvenir d'avoir eu d'une femme un désir aussi fort. On retrouve ici la structure type de la scène de liesse où, comme le dit l'expression plusieurs fois employée dans le texte, le bal bat son plein, dans un mouvement croissant et étourdissant, voire le bal de la Vaubyessard dans Madame Bovary. Or cet étourdissement semble être sciemment recherché par le narrateur qui insiste pour exécuter chaque danse. Par le vertige qu'elle procure, la danse semble en effet constituer un moment propice aux confidences et aux demandes audacieuses. C'est ainsi en dansant que le narrateur fait comprendre à Anna son désir de partir avec elle sur son yacht. La danse devient un acte libératoire par lequel tout devient possible. Comme dans un barrage contre le Pacifique,
La scène de bal du marin de Gibraltar est d'autant plus capitale que le personnage rencontré matérialise la possibilité pour le danseur de voir ses rêves se réaliser. Si Monsieur Joe incarnait la richesse et la fuite possible vers la ville, Anna incarne la femme sensuelle et désirable. L'être à nouveau providentiel surgit de nulle part pour aider le narrateur à changer de vie. Toute une attente est d'ailleurs aménagée, dès le début du roman, autour de ce personnage mystérieux. Son existence est ainsi mentionnée dès les premières pages. Le conducteur de la camionnette évoque une magnifique et très riche américaine étrangement arrêtée à Roca à tel point que c'était à se demander ce qu'elle venait faire dans un coin pareil. Les derniers mots qui la décrivent soulignent alors un trait important du personnage, encore un de ceux qui caractérisaient Monsieur Joe, et cela. À partir de ce moment-là, l'image de l'américaine va revenir de façon récurrente pour rappeler sa présence insolite dans cet endroit perdu. Réveillé par le bal, le narrateur aperçoit le yacht de l'américaine. Décidé à se rendre à ce bal, il rencontre alors Eolo qui lui parle de l'américaine en revenant sur les caractéristiques du personnage. Il me dit qu'elle était très gentille. Et aussi qu'elle était très riche. Et seule. Puis, alors qu'il annonce sa rupture à Jacqueline, le narrateur voit pour la première fois l'américaine allongée sur son bateau en train de prendre un bain de soleil. Le personnage mystérieux, même s'il devient réel, apparaît donc sur sa monture dans un halo de lumière. Une fois Jacqueline partie, la rencontre a lieu. Après avoir dîné à 2 tables voisines, les 2 personnages se rendent ensemble au bal. Avec sa robe noire revêtue pour l'occasion, l'américaine paraît extrêmement belle et désirable, au point que tous les clients la regardent. L'association du personnage au yacht renforce également son caractère stéréotypé. Le yacht constitue, comme c'était le cas pour la limousine de Monsieur Joe, un symbole de départ, de voyage et de changement. C'est pourquoi l'image du yacht revient également de façon récurrente tout au long de la première partie du roman. D'une éblouissante blancheur, il se trouve immobile, ancré dans la mer bleue 87 avec le calme et l'arrogance d'un rocher solitaire. Image presque irréelle qui brûle les yeux, le yacht apparaît comme le navire salvateur qui abrite une femme déesse sortie des eaux et auréolée de soleil. Il représente la possibilité pour le narrateur de partir et de tenter une nouvelle vie. À la scène de bal succède d'ailleurs l'apparition du yacht. Le yacht apparut. Son pont était éclairé et vide. Ce vide étrange qui ne demande qu'à être rempli, semble alors être le signe que le yacht attend le narrateur. L'auteur fournit donc des indices qui font comprendre de façon tout à fait lisible au lecteur quel rôle jouera Anna dans le roman. Le yacht, comparé aux barques qui naviguent sur le fleuve, est d'ailleurs comme l'était le diamant de Monsieur Joe, d'une taille caricaturale. La scène de bal occupe donc à nouveau une place tout à fait traditionnelle dans le récit. Grâce à la présence d'un personnage inattendu, elle bouleverse l'action en remettant en jeu la destinée du narrateur. Le bal demeure donc plus que jamais le lieu du désir où s'exerce l'attrait charnel et sensuel de la musique. Mais un autre stéréotype est également présent, celui du premier bal, ici celui de Carla. Ce moment de passage de l'enfance à l'âge adulte est symbolisé par la robe rouge que porte la jeune fille et qui s'oppose à la robe noire qu'Anna, incarnation de la femme mûre et expérimentée, revêt pour l'occasion. Carla se met à danser sans s'arrêter, avec bonheur, alors que le narrateur et Anna posent sur elle un regard attendri. Elle dansait en riant. Eolo avait raison, son danseur ne lui importait pas encore, elle dansait comme une enfant et si bien avec une telle grâce qu'on se sourit. La soif intarissable de Carla tout au long de la soirée symbolise cette soif de vie trouvée dans le bonheur encore innocent des premières danses. Enfin, c'est certainement dans le marin de Gibraltar que le rôle social du bal apparaît le plus clairement. Comme le sous-entend Eolo, une des fonctions du bal est de mettre en contact filles et garçons pour les marier. Mes autres filles, il y a bien 3 ans qu'elles vont au bal et ça n'a servi à rien, elles ne sont pas encore mariées. Le bal est le lieu socialisé et donc accepté des rencontres amoureuses. Dans le marin de Gibraltar, le bal se construit autour de 3 stéréotypes. Le stéréotype littéraire et social de l'entrée de la jeune fille dans le monde de la séduction, le stéréotype social de la danse comme mode de rencontre, et surtout le stéréotype romanesque de la danse-désir qui vient bouleverser l'action. Tous ces aspects stéréotypés de la scène de bal se retrouvent à nouveau dans le livre suivant, Les petits chevaux de Tarquinia.
Ce roman raconte les vacances que passe, comme chaque été, un groupe d'amis français dans un village isolé au bord de la mer en Italie. Le décor fait d'ailleurs étrangement penser à celui de Rocca. La mer, le fleuve, la chaleur étouffante, la terrasse d'un hôtel où les personnages s'enivrent de bitter Campari. Comme dans Le Marin de Gibraltar, Les Petits Chevaux de Tarquinia met également en scène un couple en crise, celui de Sarah et de Jacques, le prénom Jacques rappelant celui de Jacqueline, et c'est sur cette crise que va en particulier se focaliser le roman. Outre les petites discordes qui rythment la vie des vacanciers, et qui constituent l'essentiel de l'action, un drame se produit en arrière-plan du roman. La mort d'un des mineurs et le refus de ses parents de signer son acte de décès. En même temps que survient le drame, un personnage inattendu, Jean, un homme seul et séduisant, surgit sur son bateau et bouleverse la vie du groupe, notamment celle de Sarah. Épris d'elle et désireux de la séduire, Jean l'invite à un premier bal. Si rien ne se passe entre les deux personnages pendant cette scène, ils ne dansent pas mais boivent et discutent, c'est certainement parce que le bal, unique distraction des environs, est un lieu public où leur relation adultère peut être découverte. L'homme qui voudrait embrasser Sarah le comprend. Il comprit qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'il faisait, qu'elle ne voulait pas parce que l'endroit était petit, 30 personnes, et que tout le monde les connaissait. Si ce petit baie de village n'a rien à voir avec ceux de la cour de Louis XIV, il reste un lieu social où chacun s'observe. Après le bal, l'adultère est malgré tout consommé de façon romantique et stéréotypée. L'homme embrasse Sarah avec dans les yeux le reflet du fleuve qui brille, puis la fait basculer dans ses bras, la regarde longuement tout en lui caressant les cheveux. Les deux amants se donnent finalement l'un à l'autre sur l'air de Blue Moon qui arrive du bal. Le bal constitue donc la scène de la séduction, de l'introduction au désir, et à nouveau par sa musique, la toile de fond à l'amour. Or cette scène, qui intervient, contrairement au roman précédent à la moitié du livre, répond à nouveau à une attente ménagée dès le début du récit. En effet, page après page, rien ne se passe dans ce village isolé et écrasé de soleil où la chaleur rend toute activité autre que la baignade, la sieste et l'apéritif impossible. Enlisés dans les mêmes actions quotidiennes, dans les mêmes discussions et les mêmes disputes toujours recommencées, les personnages, à l'exception de Ludi, rêvent tous d'autres vacances, de vacances où il se passerait quelque chose. De son côté, le lecteur peut attendre un bouleversement qui viendrait rompre cette immobilité de l'action. Si l'arrivée de l'homme participe à ce bouleversement, le bal semble également promettre un changement. On apprend ainsi dès les premières pages que les bals ont été arrêtés pour marquer le deuil du démineur. Le bal éteint reflète l'inertie de l'action. Au bout de quelques jours, le bal finit par reprendre dans une détonation qui signe le retour à la vie, et qui annonce un renouveau laissant également présager le renouveau de l'amour. Le bal s'ouvre d'ailleurs sur un tango qui parle d'amour, dans une impudence qui éclate comme un cri. Le bal est donc d'emblée présenté comme le lieu scandaleux où l'amour et la vie se jouent du deuil et de la mort, et comme l'événement que chacun attend avec impatience. De plus, tout comme Monsieur Joe, Jean fait à son tour figure de prince providentiel. S'il a pour caractéristique d'être seul, le texte insiste sur ce point en mettant l'adjectif en relief, c'était un homme d'une trentaine d'années. Seul. Il est cette fois, contrairement à Monsieur Joe, fort séduisant. En possession d'un hors-bord, autre monture moderne, il fascine les vacanciers. De plus, le texte souligne à nouveau l'étrange présence de cet homme arrivé de nulle part sans raison apparente dans cet endroit reculé. Il n'y avait que l'homme qui était venu ici par hasard, et non pas pour Ludi. Un matin, il s'était amené dans son hors-bord. Cette présence inattendue est également remarquée par Ludi. Il s'est amené au boule comme ça tout d'un coup. Mais ce qui retient aussi l'attention, c'est son attrait soudain, évoqué 2 fois de façon presque identique et à quelques lignes d'intervalle pour Sarah. Il y avait 2 jours, le matin à la même heure, alors qu'elle arrivait de la villa, il s'était aperçu qu'elle existait brutalement. Lorsqu'il y avait 2 jours de cela, brutalement, il s'était aperçu de l'existence de Sarah. L'homme revient lui-même juste après le bal sur cet attrait soudain. « C'est curieux, dit l'homme, quand je suis arrivé je ne vous ai pas du tout remarqué. » Simple élément perturbateur du texte venu, comme par enchantement, entraîner Sarah sur son bateau, l'homme ne joue qu'un rôle fonctionnel dans l'histoire. Et si la blancheur caractérisait le bateau d'Anna, c'est ici la vitesse et la puissance qui caractérisent le hors-bord de l'homme.
La rencontre de Sarah avec cet homme providentiel est donc à nouveau placée sous le signe du miracle, et semble annoncer que la vie peu satisfaisante de la jeune femme va basculer, et passer de l'inertie à la vitesse supérieure. Après un premier bal conclu de façon romantique, le lecteur peut donc espérer que le deuxième bal sera celui du bouleversement préparé par le texte. Mais il n'en est rien. Après un premier bal prometteur, le deuxième bal n'aboutit pas et marque une vraie déception dans l'horizon d'attente du lecteur. Prête à monter dans la barque qui devrait l'amener au bal de l'autre côté du fleuve, Sarah renonce finalement à rejoindre Jean, et décide de continuer sa vie monotone avec son mari. Le bal se présente donc bien par son absence même, comme la scène rêvée qui aurait pu tout bouleverser et faire en sorte qu'enfin quelque chose se passe. Cette idée stéréotypée que le bal est le lieu de l'amour, du désir et du bouleversement se retrouve de façon très nette, voire caricaturale, dans la pièce Les eaux et forêts. Ici, 3 personnages entament une discussion décousue où s'enchaînent lieux communs, clichés, idées toutes faites. De nombreux stéréotypes sont alors véhiculés, notamment concernant le bal. L'homme déclare ainsi à la femme, qui dit pourtant ne pas le connaître, l'avoir rencontré en vacances au cours de l'année 1932 dans un casino où se jouait cette année-là un déchirant tango intitulé « Je ne suis pas curieux », et qui, comme le veut l'expression adéquate, faisait fureur. Il lui rappelle également que cette histoire a été celle d'un amour blessé, qu'il dansait les tangos argentins à la perfection, et ajoute « Je vous aimais tant que j'en mourrais. Tous les soirs on me ranimait au sortir de vos bras. » Ici, le bal est donc présenté en quelques phrases caricaturales comme le lieu de la rencontre et de l'amour par un homme sans identité particulière qui énonce des banalités. Tous ces traits caractéristiques du bal sont donc exhibés devant le lecteur comme autant de stéréotypes. C'est au même imaginaire de la rencontre amoureuse que renvoie le bal évoqué dans le square. Ce roman s'articule autour d'un dialogue entre une bonne d'enfant et un voyageur de commerce assis côte à côte sur le banc d'un square. Leur discussion est à nouveau ponctuée de lieux communs, mais sur un mode beaucoup plus sérieux, voire tragique, que précédemment. Leur conversation porte notamment sur les difficultés et les soucis de la vie, et révèle leurs espoirs et leurs attentes. On apprend ainsi que le rêve de la bonne est de se marier pour abandonner son métier, et se libérer d'une vie pénible et aliénante. Dans l'espoir de trouver un mari, elle se rend tous les samedis soirs au bal de la Croix-Nivert. Et je dois dire que je fais tout ce qu'il faut pour nourrir cet espoir. Ainsi, tous les samedis, je vais au bal très régulièrement, et je danse avec qui m'y invite. On peut voir dans cet enchaînement discursif la présence d'un topo, au sens d'argument non clairement formulé, celui de la croyance commune que le bal est le lieu idéal où faire des rencontres amoureuses. Or la bonne affirme également que la danse est le moment où paraît le moins sa condition. Associé à l'amour et à l'effacement temporaire de l'appartenance sociale, le bal évoque sans ambiguïté celui de Cendrillon. Rien d'étonnant alors à ce que ce soit la jeune fille qui rêve de bal, alors que l'homme, voyageur infatigable, est préoccupé par le souvenir d'une ville. En attribuant ce rêve à un personnage commun, et qui se présente lui-même comme ordinaire, l'auteur en reconnaît la dimension stéréotypée. Si le bal est le lieu rêvé de l'amour, il peut également être, comme en témoignent les bals dépeints par Maupassant, un lieu de débauche uniquement destiné à satisfaire les désirs. C'est ce que met cette fois en scène le bal de la nouvelle des journées entières dans les arbres, nouvelle qui raconte le court séjour d'une mère riche et dévoratrice chez son fils. Ce dernier, Jacques, joueur, dépensier, fainéant, vit de façon marginale avec son ami Marcel. Tous deux travaillent le soir dans une boîte de nuit de Montmartre où ils font danser les clients et où ils emmènent la mère. Dans ce lieu de vie nocturne tout entier consacré au plaisir charnel, des couples dansent enlacés dans le désir, oublieux du monde, sur des airs de tango et de jazz. Mais c'est en fait l'aspect sordide de la danse qui ressort de la nouvelle. Marcel, habillé d'une robe de soirée très décolletée et fardé à outrance, doit suivre docilement les hommes pour danser avec eux sans éprouver aucune satisfaction. De son côté, Jacques se réjouit au contraire de pouvoir danser avec de belles femmes et n'hésite pas à reluquer les nouvelles venues dans la boîte. La danse devient donc un commerce du corps pénible pour une jeune fille qui n'a pas choisi sa situation, et agréable à un homme dont la vie n'est que paresse et recherche du plaisir. Le genre même de la nouvelle peut justifier l'utilisation stéréotypée qui est faite du bal. Dans la nouvelle, l'intrigue est en effet nécessairement plus simple que dans le roman,
L'espace et la durée sont plus concentrés, les personnages sont réduits à leurs traits essentiels. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.